Et l'on se retrouve donc sur ce plateau de la télé d'AI Santé en direct de Castres pour la troisième catégorie, ces auditions des finalistes des trophées de l'AI Santé. Tous les finalistes qui sont là sont des personnes qui ont déjà passé les barrages, les premiers jurys de sélection. Grosse présence aussi de dossiers internationaux cette année. Et on aborde donc la troisième catégorie de ces trophées, la catégorie réseaux sociaux de patients et acteurs de santé, avec un premier projet qui va nous être présenté par Erard Lebeau de Emricourt. Il nous arrive de Belgique. Il représente la structure Esperity. Venez vous installer, je vous en prie. Et il va nous présenter un projet qui s'appelle Plateforme Esperity. Et face à lui, donc le jury de cette troisième catégorie, Audrey Lambert, donc d'Harmonie Mutuelle, Eric, qui est parrain d'ailleurs de cette opération, Eric Siesla, notre parrain, puisque c'est Thales, un grand groupe reconnu dans la sécurité, entre autres informatique, et puis Dominique Noël du Festival de la communication santé de Deauville, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez 5 minutes pour exposer ce projet. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler d'un projet que nous avons lancé il y a plus ou moins un an et demi. Et c'est un projet qui a été longuement mûri pendant des dizaines d'années, puisque je suis médecin nucléaire avec une orientation tout à fait particulière en cancérologie. Et donc, j'ai, au cours de mes nombreuses consultations avec mes patients, essayé de comprendre quels étaient les besoins et les attentes de ceux-ci. Donc, ce qui m'a donné l'idée de créer tout d'abord une plateforme sociale pour mieux comprendre les besoins et les attentes des patients qui souffraient du cancer, mais également les survivants du cancer, parce qu'on oublie trop souvent les survivants du cancer qui ont également des souffrances psychologiques et physiques avec les effets secondaires à long terme. Donc, nous avons lancé il y a un peu plus d'un an la première plateforme au monde, unique. Elle est multilingue, elle est disponible en 8 langues. Et donc, nous abordons les patients, nous approchons les patients qui ont un cancer, donc plus de 250 types de cancers. Nous approchons également les patients qui ont survécu à un cancer et nous approchons également les proches, donc ce qu'on appelle en anglais les caregivers. Donc, notre site est disponible en 8 langues, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont inscrites sur la plateforme peuvent interagir entre elles dans les nombreux pays du monde, dans 8 langues, et peuvent discuter via les traducteurs instantanés dans la plateforme. Alors, au départ, c'est vrai que lorsqu'il y a une dizaine d'années, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les patients. Le message le plus important, c'était les témoignages et donc les forums. Donc, c'est vrai qu'on a commencé avec une section qui s'occupe des témoignages et un mur un peu comme les réseaux sociaux classiques. Mais on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas suffisant pour les patients. Donc, on a voulu fournir une information pour les patients. Et on voulait vraiment mettre en place tous les outils pour l'empowerment des patients. Donc, à part laisser la parole aux patients et ils pouvaient échanger entre eux, on a également une information, une partie sur les blogs où les patients peuvent écrire des sujets plus importants ou des spécialistes de la santé, des médecins, des nutritionnistes, des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes. Nous avons également un outil qui permet d'éduquer les patients sur les essais cliniques, parce qu'il y a 35 000 essais cliniques dans le monde en cancérologie, et très peu de patients ont accès à ces essais cliniques. Donc notre but, c'était vraiment de pouvoir traduire autant que possible les 35 000 essais cliniques dans les 8 langues, et de fournir une base de données qui était mise à jour régulièrement toutes les semaines. Donc les patients peuvent choisir les essais cliniques en fonction de la maladie, en fonction de la région où ils sont, et peuvent donc avoir plus d'informations. Nous avons également lancé une section sur les questions-réponses et les enquêtes, parce que les patients peuvent également poser des questions et d'autres patients peuvent y répondre. Et les enquêtes sont intéressantes pas seulement pour les patients, mais également pour les boîtes pharmaceutiques, par exemple, les hôpitaux, les services médicaux qui veulent avoir plus de retours sur des questions bien précises par rapport à leurs patients. Et au cours d'un symposium que nous avons mis en place il y a exactement un mois, nous avons lancé 2 outils. Un outil de mode de vie et un outil de qualité de vie qui nous permettent donc de nouveaux algorithmes pour améliorer la prise en charge des patients sur le mode de vie et mieux comprendre avec des objets connectés la problématique du mode de vie. Alors évidemment, Esperity, ce n'est pas que pour les patients, puisqu'on collabore avec des médecins, avec des hôpitaux de cancérologie en Belgique et aux États-Unis pour fournir des outils pour suivre à distance les patients qui ont un traitement par chimiothérapie. Nous sommes également dans la recherche. Nous avons 3 projets de recherche actuellement, donc un projet européen avec la France, la Finlande, la Lituanie et un autre pays, j'ai oublié, qui en fait a pour but de collecter les données subjectives et objectives des patients
au cours du temps avec des objets connectés. Donc nous allons fournir des montres connectées, des tablettes à une centaine de patients qui souffrent d'un cancer colorectal, cancer du sein, cancer de la prostate, pour évaluer l'impact des données objectives et subjectives sur le mode de vie, le stress, la nutrition, le sommeil, l'activité physique, et voir quelle est la corrélation qu'on peut en déduire sur la qualité de vie des patients au cours du traitement. Nous avons un deuxième projet, en fait nous sommes la seule compagnie en Belgique qui a été acceptée par Microsoft États-Unis, où nous allons développer des algorithmes qui vont puiser dans le big data. Et donc nous allons essayer de comprendre dans toutes les langues que nous utilisons quelles sont les corrélations qui existent entre les échanges entre patients d'un point de vue médicaments, effets secondaires, maladies, donc toujours orienté vers la cancérologie. Nous sommes également en train de discuter un projet de recherche sur la protonthérapie, voir un peu quelle est la qualité de vie des patients qui sont traités par protonthérapie et pas par radiothérapie conventionnelle. Et nous allons partir très bientôt à San Francisco pour discuter avec un professeur d'université pour voir comment est-ce qu'on pourrait suivre à distance les jeunes patients qui ont un cancer et voir les effets secondaires à long terme après le traitement. Pour terminer, nous avons ouvert il y a quelques semaines notre page sur toutes les associations de patients dans le monde en fonction de la langue et du type de maladie. Merci beaucoup de cette présentation. On est vraiment dans cette catégorie réseaux sociaux, mettre les patients ou les professionnels de santé ensemble avec les nouvelles techniques de santé connectée. Des questions de la part du jury. Dominique Noël. Oui, bravo pour votre action. C'est tout à fait intéressant et vous mettez tous les publics de façon transversale au même niveau. C'est passionnant. J'aimerais savoir combien de personnes sont inscrites sur la plateforme. Nous avons dépassé 5000 il y a quelques semaines. Et en fait, nous n'avons pas vraiment fait de marketing, comme on peut dire. J'aime pas le mot en médecine, mais bon, il faut quand même l'utiliser. C'est via les réseaux sociaux. Mais également, nous travaillons beaucoup avec les patients, les associations de patients. Et nous sommes également distribués en tant que flyers, des folders, des dépliants, dans les hôpitaux en Belgique et depuis très peu à San Francisco. Donc nous avons été acceptés dans le General Hospital de San Francisco pour mettre justement nos flyers. Et nous sommes en discussion avec plusieurs hôpitaux également en France. Et on était la semaine passée en Angleterre voir le NHS. D'accord. Et sur les 5000 personnes, plus d'Américains que d'Européens? Non, on a une majorité. Alors là, on a une majorité de Français et de Belges, puisqu'on a lancé au départ en français. Et on a également un très grand impact, alors je ne sais pas pourquoi, en Amérique du Sud, on a lancé la version espagnole, en Venezuela et en Argentine. C'est les deux pays qui cartonnent de manière extraordinaire. On a 40% de notre base de données, les utilisateurs sont en Argentine et au Venezuela. Je ne sais pas pourquoi. Mystère et miracle des réseaux sociaux là-dessus. Et si vous me permettez, je voulais savoir si c'était un réseau ouvert. Ouvert. En fait, ouvert, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais évidemment, tout ce qui est, par exemple, information sur les essais cliniques, information par les blogs, tout ça, on peut l'avoir accès sans s'inscrire. Donc, on n'est pas obligé de s'inscrire parce que au départ, on avait fermé le site, mais beaucoup de patients nous disaient, j'ai pas envie de m'inscrire, j'ai pas envie de m'inscrire. Donc, on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait faciliter. Le but, c'est vraiment de faciliter l'accès aux informations et aux outils pour les patients. Et donc, il y a une partie qui est ouverte à tout le monde. Et une partie, évidemment, il faut s'inscrire puisque c'est la réglementation sur la vie privée, sur les données privées, médicales. Donc, on est obligé d'avoir une sécurité. Audrey Lambert d'Harmonie Mutuelle. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. En fait, je voulais savoir quel était votre business model aujourd'hui et vos modes de financement avec tous les partenaires que vous pouvez avoir. Alors, nous avons pour l'instant 3 business models. Alors, ce qui est très très marrant, c'est qu'au départ, je n'avais aucun business model, parce qu'en médecine, on n'apprend pas ce que c'est qu'un business model. Donc, j'ai dû apprendre sur le tard le mot business model. Et ce qui est assez sympa, c'est que les idées de business model, c'est pas nous qui les avons développées, c'est les gens avec qui on parlait qui nous ont dit « Ah, mais pourquoi vous ne feriez pas ça ?» Alors, nous avons trois business models pour l'instant. Le premier, c'est la recherche. Nous avons des bourses de recherche de la Commission européenne et nous avons également des bourses de recherche. Microsoft va nous donner une bourse de recherche pour les big data. Deuxième, nous sommes en train de travailler avec les hôpitaux. Nous fournissons des outils pour les médecins et pour les hôpitaux, donc ils payent pour ces outils. Et le troisième business model, c'est le marketing. Nous avons donc sur notre plateforme la possibilité de poser des enquêtes, des questions très claires, en toute transparence, que les groupes pharmaceutiques, les start-up, les universités, les hôpitaux peuvent utiliser notre aire de visibilité pour poser des questions et pour avoir un retour d'information par rapport à des médicaments, par rapport à avoir un suivi d'une maladie. Et donc ça également, c'est financé. Toute dernière question, Eric Siesla de Thales.
Vous avez cité beaucoup d'objets connectés. Oui. Comment faites-vous pour sélectionner ces objets connectés? Alors, pour le projet de recherche, nous travaillons avec un laboratoire à Bruxelles qui s'appelle CIRIS, et on a déjà donné des configurations de base pour les objets connectés. Par exemple, les Fitbit ici ne permettent que l'activité physique et le sommeil. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est l'activité physique, le sommeil, le stress par l'hygrométrie, également la température corporelle. Et donc ça, c'est les niveaux de base. En sachant que ces données objectives vont toujours être comparées aux données subjectives des patients, puisque l'activité physique, vous faites 10 km par jour, moi j'en fais 1, pour vous 10 km c'est pas beaucoup, pour moi c'est un miracle. Donc il y a vraiment la relation entre l'objectivité et la subjectivité des données, et c'est ça qui est important. Donc on est également en train de discuter avec d'autres groupes qui sont en train de développer, je ne vais pas donner des marques, mais il y a les grands majors dans les objets connectés qui sont en train de sortir depuis quelques semaines des objets connectés, et on est en train de discuter avec eux, voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer, et on va d'ailleurs tester un objet qui n'est pas encore sur le commerce, pour justement voir un peu quel est l'apport d'un point de vue médical, parce que le problème de ces objets connectés, ce sont tous des geeks, des objets, des jeux, trucs. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des objets connectés dans l'environnement médical, et ça, personne ne l'a encore répondu, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui, Toute dernière question. Oui, excusez-moi, c'est sur les protocoles d'échange entre les objets connectés et votre système d'information qui peut être très divers. Oui. Donc après, c'est de pouvoir accueillir tous ces objets connectés. Oui, on va faire une plateforme on va prendre des API et on va justement collecter les données des patients, mais on va se localiser, en tout cas pour le projet de recherche, à 1 ou 2 ou 3 marques d'objets connectés. Et le but, c'est de collecter les données pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et à la fin de pouvoir développer des algorithmes, en fait ce qu'on appelle la médecine prédictive, et de développer des algorithmes qui vont être testés et qui vont être comparés aux données subjectives des patients avec les données objectives, et voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Et après, on va tester ça au lit du patient, avec les médecins et les hôpitaux, voir comment est-ce qu'on peut diminuer le coût pour la société et améliorer le bien-être des patients. Merci beaucoup Erard Lebeau pour cette présentation donc, de cette plateforme Esperity. Vous venez de Belgique ici pour concourir donc, à ces trophées de la e-santé à Castres. On va recevoir la structure suivante qui s'appelle Hippocrate, un nom qui est un bon nom qui va parler ici. C'est Morgan Agrove qui va venir nous présenter ce projet qui s'appelle le staff.com. Et puis je rappelle donc, les règles de ce jury aujourd'hui. Donc 5 minutes maximum de présentation par le candidat et 4 à 5 minutes maximum par le jury. Merci beaucoup, on vous écoute. Alors bonjour, Morgan Angove, je suis là pour vous parler du projet Le Staff. Le Staff.com, c'est tout d'abord 3-4 années d'expérience d'une plateforme e-learning pour les étudiants en médecine. Et du coup, on s'est dit comment suivre cette communauté de 10 000 étudiants qui sont passés sur la plateforme PrEP-ECN et les accompagner sur l'après-internat lorsqu'ils sont médecins. Donc aujourd'hui, le staff répond aux besoins des médecins en formation continue. Ça s'appelle le DPC, le développement professionnel continu. Et on l'intègre à la pratique quotidienne du médecin. C'est une plateforme qui est sécurisée données de santé, donc chez un hébergeur agréé AZIP. Et on est également agréé organisme DPC. Ça veut dire qu'on est parmi les 10 000 formations possibles pour les médecins. Sauf que nous, on aborde ça d'un point de vue digital. On offre aux médecins la possibilité, donc c'est une plateforme qui s'adresse uniquement aux médecins. On valide à travers son numéro RPPS et sa carte professionnelle qu'il est bien médecin. Il se connecte et à ce moment-là, il accède au site de deux points de vue. D'un côté, sur l'approche e-learning, où il accède à des cas cliniques, à des fiches sur des pathologies, à 10 000 petites questions type flashcard, à toutes sortes de contenus que nous avons déjà développés et que nous mettons à jour régulièrement à travers une équipe de 30 référents pour PrEP-ECN, mais donc pour le staff aussi. Et d'un autre côté, sur le site, le médecin peut créer des cohortes et des staffs. Alors pourquoi ça s'appelle le staff.com? Parce que le staff dans le monde hospitalier, il faut savoir que c'est une réunion entre professionnels de santé où ils sont amenés à discuter et à échanger sur les meilleures pratiques, à échanger sur des cas cliniques, à échanger sur le médecin. Nous, on amène ça dans le cadre de la formation continue. Donc l'évaluation des pratiques professionnelles d'un côté et la formation continue, un 2 en 1 pour le DPC.
Donc le médecin, comme je vous le disais, accède à des référentiels, à du contenu éducatif, et il perfectionne ses connaissances. Et d'un autre côté, à la possibilité de créer des cohortes où il met des fiches de patients dans ces cohortes dans le cadre de sa formation. Il peut également créer des staffs et partager des informations avec d'autres professionnels de santé. Donc il analyse ses pratiques professionnelles. Avec l'accumulation des points DPC au fil de l'eau tout au long de l'année, ça valide, il obtient son certificat de formation quid du modèle économique du site lestaff.com. Donc c'est un parcours personnalisé, collaboratif, au fil de l'eau, qui permet aux médecins d'améliorer les connaissances et d'évaluer les pratiques professionnelles. Aujourd'hui, on a un certain nombre de médecins qui ont bêta-testé la plateforme. La version commerciale sort cet été. Et comme je vous le disais, on a la chance d'avoir une base de plus de 10 000 étudiants en médecine qui sont en devenir d'être très bientôt médecins. Certains sont internes ou certains sont déjà médecins pratiquants, puisque on a 4 ans d'expérience dans l'e-learning. Voilà, merci. Si vous avez des questions. C'est français, purement français. Pour le moment, oui. Alors, comme je vous disais, parmi les étudiants, on adresse le moment des ECN, les épreuves classantes nationales. On est un des leaders là-dessus. Donc là-dessus, on a 90% des étudiants qui sont français. Mais comme vous le savez, les étudiants partent aussi parfois à l'étranger faire leurs études. Et dans la francophonie, fort de notre succès, on a vu qu'on avait énormément de francophones qui se connectaient à la plateforme, qui sont là pour accéder à des contenus mis à jour. Donc on a également au Cambodge, au Maghreb, quelques utilisateurs. Pour répondre à votre question, le DPC, c'est français. Donc c'est un site en français pour des gens en France, mais on sera capable d'ouvrir l'aspect collaboratif avec un autre modèle économique qui n'est pas forcément le même que le DPC, et où on récupère l'argent par la formation. Mais du coup, l'aspect collaboratif des cohortes et des staffs a un vrai potentiel international à terme, à minima francophone. D'autres questions? Audrey Lambert d'Harmonie Mutuelle. Oui, j'avais une petite question. En fait, vous disiez dans votre dossier que l'enjeu était l'obsolescence des connaissances scientifiques médicales. Et je voulais savoir comment se passait la mise à jour de vos contenus. Est-ce que vous avez un comité scientifique qui permet une mise à jour régulière? Alors, je l'ai omis dans mon pitch, mais c'est vrai que la formation initiale, c'est 9 ans, 13 ans pour se former pour un médecin. Selon la spécialité, c'est entre 9 ans et 13 ans. Et on le sait, entre 5 et 7 ans, 50% de cette connaissance devient obsolète. Donc c'est vrai que c'est un enjeu de santé publique d'abord. Nous, pour ça, on a, comme je vous le disais, une trentaine de référents qui sont garants de la qualité. Donc on a un référent par matière. On a 25 matières pour le moment, oncologie, dermatologie. On couvre vraiment la base de tout ce qui doit être, de tout ce qu'un étudiant doit savoir à minimum au moment des ECN. Mais pour le staff, on va aller beaucoup plus loin et on est à la recherche de référents qui seront un peu plus experts dans les matières, qui pourront être amenés à rédiger des contenus sur la partie e-learning. Pour la partie staff et cohorte, c'est comme un réseau social. Quand vous créez un groupe, c'est vous qui alimentez ça. Pour clarifier, une cohorte, vous pouvez la créer juste pour vous et mettre vos propres patients. Vous avez toujours l'accord du patient, bien sûr, mais vous pouvez faire des cohortes pluridisciplinaires. C'est à chaque médecin de s'approprier l'outil à ce niveau-là. Éric Ciesla de Thales. Sur la partie, est-ce que cette plateforme ne peut pas être étendue sur l'éducation thérapeutique pour les patients? Puisqu'en fait, c'est un outil très attendu, notamment pour les territoires de soins numériques. Est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ces différents contenus pour le grand public? Pour le grand public. Pour le moment, nous, on l'a construit parce qu'on vient, l'équipe, c'est des médecins. On l'a construit avec un modèle qui nous permet d'avancer comme ça avec la formation continue.
Aujourd'hui, dans la pratique, un médecin, lorsqu'il fait sa formation, il va en présentiel à une conférence, comme aujourd'hui dans un amphithéâtre, et il écoute des gens et ça valide sa formation. Peut-être qu'aujourd'hui, en France, en tout cas par rapport à ce qui se fait à l'étranger, il n'y a pas la carotte ni le bâton. En fait, c'est une obligation, mais le médecin s'approprie ça. Pour répondre à votre question, c'est vrai que dans un deuxième temps, ça pourrait faire du sens de donner un accès, pas le même forcément, pour les patients. En revanche, c'est vrai que c'est du contenu médical, c'est quand même assez pointu. Et on s'adresse d'abord à des médecins. Mais peut-être que sur la partie cohorte, d'arriver à alimenter ça directement par les patients, on l'a vu sur d'autres startups ici, c'est vrai que les patients, avec l'empowerment, sont de plus en plus amenés à faire remonter des choses. Peut-être que ça pourrait alimenter ça. Je pense que c'est pertinent sur la partie cohorte ou staff, où c'est collaboratif, où il y a une part des patients qui soient engagés sur cette partie-là, mais c'est d'abord et avant tout un réseau de médecins, entre médecins, et où ils peuvent se retrouver entre eux. Et c'est ça le staff, véritablement dans la pratique, dans le monde hospitalier, un staff, c'est entre eux, ils discutent de leur cas. Dernière question de la part du jury, s'il y en a. Dominique Noël. Je veux bien savoir combien de médecins thésés, enfin de médecins déjà en exercice sont connectés. Parce que vous avez 10 000 étudiants en médecine, mais... Oui, voilà. On va vite le savoir cet été, où on va, dans un premier temps déjà, les médecins, les étudiants qui sont passés par notre plateforme étudiante vont être nos premiers utilisateurs a priori, d'autant plus que sur cette génération-là, il y a un usage, il y a quelque chose qui répond aussi à un besoin. Je pense que c'est complémentaire de la formation en présentiel, comme je le disais, mais c'est d'abord une plateforme numérique où, mobile, de chez soi, du bureau, de l'hôpital, on se connecte et on fait cette formation au fil de l'eau. Maintenant, c'est vrai que ça peut répondre à d'autres problématiques du médecin généraliste qui est un petit peu distant. Et là, on est plus sur de la télémédecine, mais sur la partie formation. Donc, j'ai pas la réponse, mais on vous tient au courant sur les résultats du lancement dès cet été. Merci. Merci beaucoup de cette présentation, Morgan Angoff, donc pour ce projet, le staff.com. La structure qu'il présentait, c'était Hippocrate. On va passer au troisième candidat de cette catégorie, donc toujours réseaux sociaux de patients et acteurs de santé. Il va nous rejoindre Jean-François Ramadier de HealthMe. Il va nous présenter un projet qui s'appelle My Victories. My Victories. Merci. Bonjour à tous, merci d'avoir retenu My Victories parmi les finalistes. Alors c'est un projet qui est développé par la société HealthMe, dont la vocation est de connecter les acteurs de santé entre eux pour collaborer à une meilleure prise en charge des patients. Alors on a commencé par développer des plateformes communautaires pour les médecins. Donc on a commencé par les connecter entre eux dès 2011. Et en complément, on a lancé tout récemment, donc en octobre 2014 plus précisément, une nouvelle plateforme de My Victories pour aider cette fois-ci les personnes atteintes de maladies chroniques à mieux vivre avec la maladie. Alors sur My Victories, ces personnes s'entraident et s'encouragent pour relever des défis quotidiens ou pour réaliser de nouveaux projets. Alors ce qu'on veut, c'est avant tout montrer qu'on peut prendre le dessus sur la maladie, qu'il ne faut pas se décourager et que chaque petite victoire a son importance pour justement appréhender un peu mieux et vivre mieux avec cette maladie chronique. Alors concrètement, ça se présente sous la forme d'un tableau de bord où quotidiennement, les membres peuvent ajouter, partager leurs défis, leurs objectifs pour recevoir des encouragements. Ils peuvent suivre des indicateurs de santé et d'activité pour garder le contrôle sur la maladie et prévenir, disons, des risques par rapport à leur pathologie. Et ils peuvent également partager tout ce qui est bon comme les mauvais moments pour être moins seuls ou pour conseiller d'autres personnes. Alors ces informations sur le journal de bord peuvent être à la fois privées et publiques. Alors privées parce qu'on n'a pas forcément envie de partager son poids ou de dire quel traitement on prend, et publiques parce que justement on veut partager ses défis, ses projets pour être encouragé. Alors à titre d'exemple, des défis ça peut être très simple, ça peut être marcher 1 heure, réussir à marcher 1 heure dans la journée.
Ça peut être me remettre à peindre, donc ça c'est un peu plus à moyen terme. Et puis on a vu sur la plateforme des personnes qui étaient beaucoup plus ambitieux et qui notamment voulaient recommencer une nouvelle vie. Donc c'est pas un cas isolé, mais il y a des personnes atteintes comme ça de pathologies de pathologies chroniques qui veulent effectivement recommencer une nouvelle vie. Avec les petites vignettes que vous avez là sur le slide, on peut voir à quoi ressemble un journal de bord. Donc c'est une disposition en grille de ces vignettes. Alors tout est mélangé, à la fois les défis, les projets, les indicateurs de santé. Donc c'est très coloré, c'est très graphique. Et ça s'adapte selon le device, enfin, selon l'écran qu'on utilise. Donc pour ceux qui connaissent, c'est développé en responsive design, c'est-à-dire qu'on offre la même expérience utilisateur si on utilise depuis un laptop, enfin un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone. Donc voilà, ça présente vraiment le même confort d'utilisation et c'est très simple à utiliser. Alors l'inscription est gratuite et anonyme. Donc ça c'est important, elle est réservée, pas uniquement aux personnes atteintes de maladies chroniques, c'est-à-dire tous les aidants et les proches peuvent évidemment s'inscrire pour venir encourager les personnes à relever leurs défis. Alors MyVitory c'est aussi un tableau de bord avec des graphiques interactifs sur les indicateurs qui sont suivis. Alors la saisie de ces indicateurs est facilitée par des objets connectés. Le membre peut venir prendre son bracelet, sa montre, sa balance, son tensiomètre et le connecter à MyVitory. Alors on n'a pas tous les fabricants pour l'instant, mais on a développé les interfaces avec les principaux fournisseurs. Donc cette collecte elle est automatisée. Donc sur ce tableau de bord, ils peuvent comparer des indicateurs entre eux, donc ça peut être très utile par exemple pour voir s'il y a un lien entre une activité de marche et l'intensité qu'on peut avoir au niveau d'un mal de dos par exemple. Donc, ça permet de voir s'il y a une relation de cause à effet. Et une des applications de ces indicateurs, c'est leur partage avec le médecin. Donc via un reporting en ligne. Alors c'est-à-dire les médecins n'est pas invité à se connecter sur la plateforme. C'est la personne qui est membre qui va partager par email un lien. Alors qui offrira au médecin un accès à un reporting en ligne qu'il pourra paramétrer sur des dates avec les indicateurs que le membre aura bien voulu lui partager. Donc ça permet entre deux visites de pouvoir offrir au médecin une évolution et voir quel peut être le suivi sur, sa mobilité, etc. Et sur ce plan-là, on est en train de mener des expérimentations avec des établissements de santé pour justement améliorer cette relation patient-médecin. Voilà, pour terminer, juste quelques chiffres. Donc la plateforme a été lancée en octobre l'année dernière. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 3500 membres qui sont inscrits. Une grande majorité de femmes, une moyenne d'âge de 46 ans. Les personnes s'inscrivent aujourd'hui, puisque la MyVitory existe en version française pour l'instant. Donc on a des inscrits pour moitié de la France et le reste se répartit entre le Québec et la Belgique. Et on va lancer après l'été une version multilingue, principalement anglaise et espagnole, pour adresser d'autres pays. Alors vous voyez, il y a quelques chiffres pour vous montrer déjà qu'il y a déjà plus de 500 défis qui ont été lancés, avec plus de 1000 encouragements et 200 victoires qui ont déjà été partagées. Voilà, merci. Merci de cette présentation. Des questions du jury. Audrey Lambert d'Harmonie Mutuelle. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais deux petites questions en fait. Une question sur les défis, j'avais besoin d'une précision. Est-ce que en fait, vous avez une partie des défis qui peuvent être proposés par la plateforme parce que personnalisés par rapport à sa propre situation de vie, ou c'est uniquement lancé par l'utilisateur, c'est lui-même qui décide de ces défis ? Alors c'est les deux. Pour l'instant, chaque utilisateur peut faire un défi, alors soit de manière libre, comme par exemple apprendre à peindre, ou soit se fixer un objectif sur son poids de perdre 10 kilos. Donc c'est à l'initiative de l'utilisateur et c'est aussi à notre initiative puisqu'on analyse en fonction de ce qui est saisi, ce qui est rentré dans le journal de bord. On a la capacité à voir selon, s'il a de l'activité physique, de lui dire, fixez-vous un objectif de faire tant d'heures de marche, par exemple, dans la semaine. Et on va aller plus loin, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, on est en train de développer des algorithmes pour pousser des recommandations et en fonction de l'évolution des indicateurs, de pouvoir, selon la pathologie, proposer à la personne un programme sur de l'activité physique, sur de l'alimentation, sur la gestion de son stress, la gestion de son sommeil, etc., selon le profil qu'on aura déterminé par les données qu'il y aura sur son journal de bord. Eric Ciesla, Thales. Quelle méthode utiliser pour le recrutement ?
Alors, on a commencé à faire de la communication en novembre, essentiellement sur les réseaux sociaux pour l'instant. D'accord. Et l'accueil des médecins par rapport à ce type de... Alors on commence, l'accueil est plutôt positif. On est en discussion avec, je ne le citerai pas pour l'instant parce que on est en train de monter effectivement une expérimentation à la fois dans la prise en charge de patients atteints de douleurs chroniques et on fait avec une association, on est en train d'expérimenter également une prise en charge des personnes atteintes de risques cardiovasculaires. Voilà. Personnes qui ont eu des insuffisances cardiaques. Donc pour l'instant, l'accueil est bon. Et l'avantage, c'est de pouvoir disposer entre deux consultations, d'avoir un historique. Puisqu'en fait, sur la plateforme, il y a plus de 60 indicateurs aujourd'hui. Bon, c'est complètement paramétrable, donc on peut en rajouter soit des indicateurs génériques ou des indicateurs liés à des pathologies. Par exemple, sur le diabète, on va avoir le taux de glycémie. Sur la sclérose en plaques, les poussées, etc. Donc c'est vu de manière très positive, effectivement, pour les médecins pour pouvoir suivre effectivement l'évolution entre deux consultations. L'utilisateur partage ses informations avec son médecin traitant. Oui. Donc il envoie ces informations via une messagerie, Alors via la plateforme, donc il va saisir l'adresse email de son médecin et ça va déclencher, il va déclencher automatiquement l'envoi d'un mail au médecin qui contiendra un lien qui donnera accès au médecin pendant une période de quelques jours ou quelques semaines. Ça c'est défini par l'utilisateur. Pour pouvoir avoir accès au reporting en ligne. Dominique Noël. Je voulais savoir si c'était un projet personnel uniquement ou si vous utilisiez les données à des fins plus statistiques ensuite pour créer un peu, voire établir des profils. Alors on établit, effectivement, on utilise les données statistiques, on analyse les données pour faire des profils et pour ensuite faire ses recommandations. Alors important, je ne sais pas si la question sera posée sur le business model, mais les données ne sont pas communiquées à des tiers. Très important, elles ne sont pas du tout commercialisées. On ne mène pas d'enquête également sur la plateforme. Donc pour ça, on assure vraiment la confidentialité. C'est anonyme, évidemment. Voilà, le seul usage qu'on pourrait faire, c'est avec un organisme de recherche ou une association qui souhaiterait effectivement voir en vie réelle comment se passe, comment vit le médecin. Voilà. C'est vraiment l'idée de cette vie réelle et cette expérience de vie qu'on veut que les membres effectivement partagent sur leur journal de bord. Toute dernière question d'Audrey Lambert, Harmonie Mutuelle. Oui, j'avais une petite question. Où étaient stockées vos données, qui doivent être certainement des données de santé à caractère personnel? Alors, très bonne question, merci de l'avoir posée. On est en train de monter le dossier pour que la plateforme soit hébergée chez un serveur agréé, un HDS, hébergeur de données santé. En France ? Oui, en France, à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Ramadier de cette présentation de MyVictoris, donc cette application que vous proposez. Dernière candidate, Mathilde Potin, qui va nous rejoindre. Je vous rappelle, en attendant, que vous pouvez tous voter, déjà plusieurs centaines de votes pour les candidats que vous voyez passer, les prix qui vous touchent. Et, le vote est ouvert jusqu'à demain 16h, et donc à l'issue de ces votes, il y aura remis un grand prix des internautes. Voilà, Mathilde Potin de la société Agoreo, elle va nous présenter le projet cardiagora.com. Voilà, c'est à vous. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Potin, je suis assistante marketing et communication depuis maintenant 2 mois chez Cardiagora. Et mes patrons m'ont lancé un défi aujourd'hui, celui de venir présenter la société. Donc c'est moi qui vais vous parler de Cardiagora. Alors, Cardiagora, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau collaboratif qui est dédié au cardiovasculaire et exclusivement réservé aux médecins francophones. Donc pour que vous compreniez concrètement ce que c'est, je vous ai mis un exemple de ce qui se passe sur le réseau actuellement. Donc là, on voit un médecin qui a posté un échocardiogramme. Donc il explique en détail un échocardiogramme d'un homme de 54 ans entré en réanimation en état de choc. Et il demande à l'ensemble de la communauté une interprétation des avis sur cet échocardiogramme. Donc en quelques heures, il a reçu plus de 9 diagnostics de médecins de différentes nationalités qui ont pu l'aiguiller, l'éclairer sur ce cas clinique. Donc voilà, Cardiagora, c'est ça. C'est une plateforme qui centralise divers outils innovants pour en fait accompagner le médecin dans sa pratique quotidienne. Donc on a des outils de collaboration qui vont permettre vraiment aux médecins de travailler ensemble, de poser des questions sur des cas cliniques par exemple. On a également des outils d'information pour que les médecins puissent tout le temps s'actualiser dans le secteur qu'est le cardiovasculaire. Et des outils de communication
où nous proposons aux médecins de rédiger, de partager des articles scientifiques à l'ensemble de la communauté. Donc voilà, l'ensemble de ces outils proposés par Cardiagora représente en fait une base de données du cardiovasculaire. Donc c'est-à-dire que le médecin va pouvoir, dans un moteur de recherche, taper le mot, le sujet qui l'intéresse et retrouver tout le contenu Cardiagora qui concerne sa recherche. Voilà, donc ça c'est pour les médecins. Cardiagora, c'est aussi un support innovant pour les entreprises, puisque vous le savez, hein, le monde médical n'existe pas sans les entreprises de la santé. Et on assiste actuellement à une collaboration qui est logique entre les médecins et les entreprises. Donc Cardiagora va s'inscrire dans la tendance du marketing collaboratif, en proposant en fait aux entreprises d'être présentes sur le réseau via des groupes de discussion, via des pages entreprises, pour pouvoir vraiment échanger, poster également aussi des cas cliniques, des questions, venir interroger la communauté et tout simplement les informer de l'actualité de l'entreprise. Donc vraiment, on assiste à un échange entre entreprises et médecins. Et les entreprises vont vraiment pouvoir créer un lien privilégié avec leur cible, qui est la communauté Cardiagora. Alors, Cardiagora, aujourd'hui, c'est également une équipe, puisque le projet est né en fait de la rencontre entre Anthony de Mendonça et Julien Fourier, donc les deux cofondateurs, et le cardiologue François Diévard. Anthony de Mendonça et Julien Fourier sont les créateurs d'Agoreo. C'est une agence de communication digitale spécialisée dans la santé. Donc ils ont déjà cette expertise santé depuis maintenant 5 ans. Et ils ont rencontré donc, François Diévard, qui est cardiologue journaliste. Donc c'est un peu le globe-trotter de Cardiagora. On a également Jean-Louis Fourier, qui est aussi cardiologue et qui a rejoint le projet. Donc on a vraiment les deux cofondateurs qui ont cette expertise santé et les deux cardiologues qui animent le réseau pour vraiment mettre des actualités scientifiques, rédiger des articles scientifiques. Voilà, donc le réseau a été lancé en avril 2014. On a rassemblé une communauté pour l'instant de 400 médecins venus de 16 nationalités différentes, francophones. Et on a également un comité scientifique de 29 médecins qui se charge en fait d'animer le réseau, d'amener cette expertise au niveau du réseau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci de cette présentation. Je pose beaucoup de questions du jury sur cette présentation. Dominique Noël, Festival de la communication santé à Deauville. Ça s'adresse aux MG, aux médecins généralistes et aux cardiologues ou exclusivement cardiologues? Alors, donc on est bien sûr dans la spécialité du cardiovasculaire, mais c'est une spécialité qui peut intéresser de nombreux médecins, de nombreux spécialistes. Donc sur le réseau, on a quand même une majorité de cardiologues, mais on a aussi des médecins venus de toutes spécialités. Beaucoup de médecins aussi généralistes. Donc voilà, on n'est pas fermé, on est vraiment exclusif pour les médecins, mais toute spécialité. Le médecin est à la recherche de temps médical. Il a besoin d'être disponible pour ses patients. Cette plateforme-là vient en plus de ses activités. Comment insère-t-il ça dans son activité quotidienne? Il le fait le soir, il le fait sur son mobile. Alors pour l'instant, on n'a pas d'application mobile. C'est en projet, c'est la prochaine étape. Donc oui, là on voit les médecins se connectent un peu en tout temps quand on regarde les analyses. C'est vraiment une connexion qui peut être quotidienne, voire hebdomadaire, pour vraiment s'informer. Voilà, en dehors, bien sûr, je pense des heures de travail, mais voilà, dès que le médecin a un cas clinique auquel il a des doutes, il peut tout de suite venir poser son cas sur le réseau. Et la plateforme est hébergée en France, chez un hébergeur de données de santé? Alors, on est passé par on a un partenariat exclusif avec une agence de communication spécialisée dans les réseaux sociaux, et donc on a l'exclusivité par rapport au réseau santé. C'est l'agence Créséo qui est basée à Lille. Audrey Lambert, d'Harmonie Mutuelle. Moi, j'avais une question. Dans votre projet, vous indiquiez les évolutions, donc une application mobile. Mais est-ce que vous envisagez, d'une part, d'étendre à d'autres spécialités que la cardiologie, et d'autre part, vous parliez d'applications payantes à développer. Vous avez déjà des choses en vue ou pas? Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne les autres spécialités, c'est pas notre priorité aujourd'hui. Nous, on veut vraiment rester dans la spécialité qu'est le cardiovasculaire, puisqu'on a déjà les deux cardiologues qui nous apportent cette expertise. C'est déjà une grande spécialité qui demande beaucoup d'informations, donc on veut vraiment se centrer là-dessus. Éventuellement, se développer à l'international, c'est l'objectif.
Concernant les applications, alors on voudrait d'abord lancer l'application Cardiagora qui reprend vraiment tout le réseau. Et on voudrait à côté, effectivement, on a pour projet de lancer diverses applications qui vont aider le médecin dans sa pratique quotidienne. Donc des petites applications sur mobile, par exemple des webconférences, il pourra regarder des webconférences directement, ou des applications, il pourra poster directement son cas clinique avec la communauté qui va interagir. Voilà, plein de petites applications comme ça qui vont se greffer au projet. Dominique Noël. Le modèle économique, vous êtes une start-up, je crois. Ouais. Et donc, votre modèle économique, vous voudriez vendre quand vous allez développer vos applis, elles vont être... Alors, pour l'instant, le modèle économique ça se tourne pour l'instant sur les entreprises, puisque le réseau est totalement gratuit pour les médecins. Alors, on a plusieurs choses. D'abord, on propose les espaces de diffusion aux entreprises, qui sont payants. On a aussi des espaces publicitaires, mais toujours vraiment centrés sur la santé. Et on propose des conseils et de l'accompagnement aux entreprises au niveau du community management, de la rédaction de contenu, etc., pour vraiment les guider sur Cardiagora. Et effectivement, dans le futur, l'idée, ça serait de proposer des petites applications payantes pour les médecins. Toute dernière question, s'il y en a une. Non, tout a été dit. Merci beaucoup de cette présentation de Cardiagora. Voilà, qui sera peut-être l'un des 8 lauréats des trophées de la e-santé qui seront décernés dans cette même salle et toujours en direct sur la télé de la e-santé demain soir à partir de 19h. Voilà pour cette première matinée d'écoute des finalistes de ces trophées de la e-santé. Cet après-midi, on enchaînera avec 2 autres catégories. La catégorie télémédecine, ce sera à partir de 13h30. Et puis à 14h50, la catégorie autonomie et maintien à domicile. Vous pouvez continuer, je vous encourage à continuer à voter jusqu'à demain 16h. Merci beaucoup et à tout à l'heure.